Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des biostimulants. C'est des produits qui sont sur le marché depuis quelque temps. Et on a toujours cette problématique de savoir si ce sont des produits qui sont efficaces, qui apportent vraiment quelque chose à la culture ou pas. Et au niveau de l'expérimentation, on n'a pas vraiment de méthode vraiment calibrée pour évaluer ces produits. Et donc, pendant 3 ans, là, on s'est associé à des chercheurs pour créer des outils d'évaluation de ces produits. Donc, on a créé un laboratoire commun, donc un LabCom. Donc, les LabCom, ce sont des structures qui sont créées avec une équipe de recherche, donc type INRA, université, avec une PME ou une petite entreprise, une TPE. Et donc le laboratoire commun, il est défini donc par une signature d'un contrat entre les deux parties. Il y a une gouvernance qui est commune, une feuille de route de recherche et d'innovation, et les moyens de travail permettent d'opérer en commun, donc la feuille de route qui est définie au départ. Donc chacun va avoir quand même une partie vraiment propre à gérer en fonction de ses connaissances et de ses spécialités. L'idée, c'est que le laboratoire de recherche va aider la petite entreprise à développer un nouveau service, des nouveaux produits et optimiser sa compétitivité. Donc concrètement, on travaille ensemble, on partage des connaissances, on partage des idées. L'entreprise va faire de l'autofinancement sur les 3 ans du projet. En revanche, la partie recherche va avoir une aide de l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR. À la fin de ces 3 ans, tout ce qui va être développé va être partagé au niveau de la protection intellectuelle. Donc ça peut être des brevets où on va avoir un partage de propriété. On va pouvoir avoir aussi, par exemple, une priorité sur l'utilisation d'outils qui auraient été développés que par la partie recherche. Et donc, on va avoir quelque part une avance sur d'autres entreprises dans un domaine particulier. Donc, nous, on va s'approprier les outils à la fin des 3 ans et on va être... on va dire, en avant par rapport à d'autres structures qui travaillent aussi sur ce domaine. Donc le LabCom estime qu'on a créé il y a 3 ans. Donc on l'a créé avec l'IRHS, donc l'Institut de recherche en horticulture et semences, qui est basé à Angers. Donc là, ça vous présente un petit peu les spécialités de chacun. Donc au niveau de nos thématiques de recherche, on travaillait déjà sur les micro-organismes, un petit peu les biostimulants, les SDP. Et au niveau de l'IRHS, il y a tout un groupe d'équipes qui travaillent sur la qualité et la résistance aux bioagresseurs, la tolérance au stress abiotique et biotique, des physiologistes qui travaillent sur l'architecture. Donc tous ces spécialistes ont été intégrés dans le LabCom au vu de travailler sur les outils d'évaluation des stimulateurs. À la base, c'était stimulateurs en général, donc on travaillait à la fois sur les SDP et les biostimulants. Et au final, rapidement, on a dévié uniquement sur les biostimulants, vu qu'il n'y avait rien du tout, il y avait très peu de choses de développer dans ce domaine-là. Alors qu'au niveau des SDP, il y a déjà quelques outils et quelques méthodes d'évaluation. Donc voilà, donc un partenariat basé sur des thématiques de recherche communes. Donc l'objectif de ce LabCom, c'était de créer, de développer, de proposer des outils et des méthodes d'évaluation et de caractérisation des biostimulants. C'est pas le tout de dire effectivement il y a un effet ou il n'y a pas d'effet. C'est derrière essayer de comprendre d'où vient l'effet ou pourquoi il n'y a pas eu d'effet. Donc nous, ce qu'on a l'intérêt qu'on a eu à intégrer ce laboratoire commun,
c'était déjà l'objectif principal, c'était d'alléger nos protocoles d'essai. Parce qu'avant, quand on étudiait les biostimulants, on créait des protocoles qui étaient très lourds. On ne savait pas forcément vers quoi s'orienter. Est-ce que le biostimulant va jouer sur la coloration des plantes, sur la floribondité? Donc on avait tendance à tout noter et derrière à dire aux commanditaires, en fait, il y a des tendances, mais on ne sait pas vraiment si votre produit il fait quelque chose. Et alors, on a eu cette réflexion derrière de pourquoi le biostimulant, on n'arrive pas à montrer d'effet. Le biostimulant, à la base, il est là pour stimuler quelque chose, un mécanisme, voilà, une physiologie, des éléments chez la plante, ou agir aussi de façon indirecte sur des communautés microbiennes. Si la plante elle est dans des conditions optimales, le biostimulant il ne va pas forcément servir à quelque chose, parce que la plante elle n'a pas de besoin supplémentaire. Et c'était un peu l'erreur qu'on avait dans nos essais, c'est qu'à chaque fois, les plantes étaient plus ou moins dans des systèmes de culture optimale. Et donc, quand on apportait le biostimulant, on ne voyait rien, parce que la plante n'en avait pas besoin. Donc, la réflexion qu'on a eue, c'était de créer des conditions défavorables, donc en jouant soit sur des stress hydriques, des stress salins, donc créer des stress particuliers, et de voir, quand on apportait le biostimulant, si la plante réagissait ou pas. Donc l'avantage aussi d'être en partenariat avec les chercheurs de l'IRHS, c'était d'acquérir de nouvelles connaissances, parce qu'on a des spécialistes au niveau Angers sur ces domaines-là. Et puis, quelque part, renforcer la qualité de nos comptes rendus derrière, en ayant de la donnée moléculaire couplée à la donnée agronomique. Donc ça nous permettait aussi finalement d'améliorer la performance et la visibilité de notre station. Donc quels étaient concrètement les besoins au niveau des outils d'évaluation? Donc tout d'abord, on s'est dit l'état de la plante. Est-ce que justement la plante, est-ce qu'elle a besoin du biostimulant? Donc est-ce qu'elle est stressée ou pas? Et est-ce qu'elle va être réactive au produit ou non? Donc on a cherché à développer des outils moléculaires, donc des puces ADN, des outils d'imagerie, de mesure de phénotypage. On a également vu avec certains chercheurs des outils comme les biosenseurs. Donc ce sont en fait des plantes génétiquement modifiées qui vont par fluorescence localiser une modification au niveau des métabolismes. C'est-à-dire que quand on va apporter le biostimulant, si la plante elle réagit au biostimulant, elle va changer de couleur. Ça permet de localiser en fait la réponse. On a également vu avec certaines équipes tout ce qui était modification de la population microbienne. Donc là, c'était plus pour essayer de voir si les biostimulants pouvaient jouer sur la plante, mais de façon indirecte, en jouant sur les populations microbiennes. Parce qu'on sait que certains micro-organismes ont déjà des propriétés de biostimulation. Ils peuvent jouer sur l'enracinement, sur le développement de la partie aérienne, en sécrétant des assimilés d'hormones. Et donc l'idée, c'était de voir est-ce que le biostimulant stimule certains micro-organismes qui ensuite vont agir sur les plantes. Donc nous, sur les 3 ans, on s'est concentré sur un dispositif qui permet de créer différentes conditions stressantes pour évaluer au niveau agronomique les effets de biostimulants. Donc là, on détient aujourd'hui un dispositif qui est modulable. C'était vraiment ce qu'on recherchait. On est capable d'évaluer un biostimulant en moins d'1 mois et on travaille sur jeune plant de tomates. Donc ce dispositif, comme il est modulable, il nous permet de tester plusieurs biostimulants en un essai ou formulation. On peut tester plusieurs doses, on peut tester plusieurs modes d'application, on peut comparer différentes conditions de stress abiotique
Et donc, en fonction de ce qu'on veut, on va rajouter des modules. Donc, on peut très bien décider de tester plusieurs biostimulants à plusieurs doses et même avec différents modes d'application et créer un essai assez grand. Au niveau des conditions de stress abiotique que l'on maîtrise actuellement, nous avons donc le manque d'eau, stress hydrique, qu'on va pouvoir moduler en fonction de ce qu'on recherche comme effet. On travaille le manque de lumière, donc pour réduire les effets d'étiolement. On travaille également des effets liés à la variation de la conductivité. Donc soit une conductivité élevée que l'on maîtrise par l'apport de sel, donc NaCl, ou une augmentation de la fertilisation. Ce qu'on peut observer parfois en période estivale avec l'eau qui s'en va et, par évapotranspiration et une concentration de la solution fertilisante. Et à contrario, on étudie également donc, la conductivité faible, donc par exemple un manque de fertilisation avec l'apparition de symptômes de carence. Donc ce dispositif, il nous permet aujourd'hui, Station des Ponts de Cé, de proposer un service qui est performant et qui est vraiment adapté aux besoins du client. Donc, au niveau des critères d'évaluation, on a différents critères que l'on a affinés en fonction aussi des différents stress abiotiques. On sait que pour un stress hydrique ou un stress salin, on va avoir un effet sur le développement des plantes. On va avoir des plantes beaucoup plus petites. On sait qu'on joue aussi sur la coloration. Et donc, on va avoir des critères qui vont être définis pour chaque stress. On travaille donc sur le développement des plantes. Donc avant, on mesurait la hauteur des plantes. Ça prenait beaucoup de temps. Depuis le début de l'année, là, on a développé un système avec de l'imagerie, donc avec des capteurs, des caméras. Et donc maintenant, cette partie-là, les critères de développement des plantes, ça se fait tout seul. C'est automatique. Ce qui reste encore en manuel, c'est la mesure de l'indice chlorophyllien. On utilise ce qu'on appelle un SPAD, donc un genre de petite pince. Voilà, on mesure l'indice chlorophyllien au niveau des feuilles. On a également un autre outil d'imagerie qui nous permet d'avoir une idée de la modification de la morphologie des feuilles. Parce qu'en fonction du stress, on va avoir des feuilles qui sont plus ou moins développées, plus ou moins dentelées. Et on travaille également, donc, autres critères d'évaluation, les biomasses aériennes, fraîches et sèches, et les biomasses racinaires, fraîches et sèches. Et en complément de tous ces critères agronomiques, on complète notre analyse avec une puce à ADN, donc l'expression de gènes spécifiques. Donc cette partie-là a été développée par les équipes de l'IRHS. Donc là, je voulais vous montrer donc, ce qu'on peut obtenir au niveau du développement des plantes, donc avec l'enregistrement en continu de leur développement. Donc là, vous voyez, ça change de couleur en fonction de la croissance. Donc plus elles se rapprochent du capteur, plus elles deviennent rouges. Et on arrive après à extraire de cette image une courbe de croissance qui illustre donc la croissance de la plante depuis le début de l'expérimentation jusqu'à la fin. Et on voit également, vous voyez au niveau des pics là, les mouvements de la plante en journée. Donc la tomate en fait elle ondule en journée et en fonction de sa condition de développement, si c'est stressé ou pas, même l'ondulation est modifiée. Donc ça, c'est quelque chose qui sera à creuser parce qu'en fonction de son ondulation, on va pouvoir savoir dans quelle situation elle est. Donc là, un autre exemple où on a plus de dispositifs. Donc les quatre systèmes que vous avez à votre gauche, donc on a trois boîtes pour le stress hydrique avec un témoin,
Donc on a modulé en fait le stress hydrique. Donc on voit assez bien, là vous avez en haut le témoin qui est non stressé. Ici vous avez un stress hydrique modéré. Et là on a amplifié le stress hydrique. Et vous avez la boîte qui est en haut où le stress hydrique était beaucoup plus important. Donc on voit par le système de caméra et d'imagerie nettement la différence de développement des tomates. Et sur la partie droite, c'est un stress salin. Et donc on a exactement la même chose, une boîte témoin, et après on a modulé le niveau de stress. Donc ça, les agrofournisseurs sont assez friands de ce genre de résultats, parce que c'est vraiment concret, c'est visible, et ça parle derrière après à un producteur en disant, bah voilà, ce qu'on peut obtenir avec produit ou sans produit, en conditions stressantes ou non stressantes. Donc aujourd'hui, on a des outils et des méthodes d'évaluation qui sont finalisées, qui sont innovantes et qu'on propose depuis le début de l'année aux acteurs de la filière. Donc c'est vraiment quelque chose, on est un peu précurseur dans ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, personne qui n'est capable d'évaluer les biostimulants dans autant de conditions et avec une capacité de modulation de la prestation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on n'a plus qu'à communiquer cette information. Et on va la compléter au fur et à mesure avec les travaux de l'IRHS qui n'ont pas encore abouti et qui doivent être encore approfondis. Donc, notamment les biosenseurs ou la puce à ADN, où il y a encore un peu de travail avant de pouvoir l'utiliser. Donc là, j'ai fait un petit aparté pour vous parler un petit peu plus précisément de la puce à ADN. Le principe, en fait, c'est d'avoir identifié des gènes marqueurs qui sont propres à la réaction de la plante quand elle est dans un stress, quand elle subit un stress abiotique particulier. Donc on a choisi des gènes qui, par exemple, sont spécifiques d'une réaction à un stress thermique ou à un stress hydrique. Il y a vraiment des gènes qui sont spécifiques. Et donc, on va après voir quand une plante n'est pas stressée, elle a un profil particulier au niveau de l'expression de ces gènes. Soit ils sont surexprimés ou sous-exprimés. Quand elle est en condition de stress, on voit comment ces gènes sont modulés. Et quand on apporte un biostimulant, on essaye de voir si des gènes qui étaient surexprimés ou sous-exprimés en condition de stress reviennent vers un état non stressé. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si le biostimulant a agi sur tel gène ou tel métabolisme. Donc ça, c'est un procédé qui est calqué sur un outil qui existe déjà pour l'évaluation des stimulateurs de défense des plantes, qui s'appelle la QPFD Biotique, qui est développée sur tomates, pommes de terre, vignes, donc plusieurs espèces. Donc l'inconvénient, c'est que les gènes vont être spécifiques d'une espèce à l'autre. Donc aujourd'hui, la puce ADN qu'on a développée, elle ne fonctionne que sur tomates. Et donc là, un petit aparté sur les biosenseurs. Donc pour vous montrer, là c'est sur Arabidopsis thaliana, donc la plante modèle des chercheurs. Et donc vous voyez qu'au niveau de la coloration, là on a une coloration qui va être qu'au niveau des feuilles. Mais on peut avoir des plantes qui vont être toutes bleues, ou alors que la partie racinaire. Et donc c'est là qu'on va pouvoir avoir une idée d'où agit le biostimulant. Est-ce que ça va être un biostimulant qui va être plutôt appliqué en arrosage, par exemple, parce que ça agit sur le système racinaire, ou plutôt en pulvérisation, parce qu'il agit surtout au niveau foliaire. Et donc là, c'est le travail qu'on a engagé sur des cales de tomates. Et donc on voit les différences de fluorescence qui montrent que le biostimulant a stimulé quelque chose chez la plante. C'est un petit peu des étapes avant les tests agronomiques. Ça permet de savoir déjà si le biostimulant il va avoir un intérêt, est-ce qu'il fait quelque chose ou est-ce qu'il fait rien. Et ensuite de voir
par notre dispositif, qu'est-ce qui va modifier au niveau agronomique chez la plante? Est-ce que c'est le feuillage? Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est le système racinaire, la biomasse? Voilà. Donc, merci de votre attention. Et puis, je suppose que vous avez des questions sur ce sujet. Merci pour votre présentation. Je me demandais quel type de biostimulant vous utilisez. Alors, on a été chercher les agrofournisseurs qui ont des biostimulants, on va dire, dans leur portefeuille. Et donc, on a essayé de travailler le panel de biostimulants qui existe sur le marché actuellement. Donc, à la fois des produits à extraits d'algues, des micro-organismes, des extraits de plantes, des acides aminés. Et on a surtout eu des produits à base d'algues, mais on a pu aussi les comparer. On a vu que certains avaient plus d'effets que d'autres. Alors, ce n'étaient pas forcément les mêmes algues qui étaient dans la formulation. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir un outil qui fonctionne pour tous les biostimulants. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Et je me demandais quel était le coût de la prestation de service. Alors, en fait, on a fait un prix au dispositif. Après, en fonction de ce que vous voulez en plus, si vous voulez la dose, des différentes doses, différents modes d'application, on ajuste le prix en fonction de ça. Si c'est des formulations, si c'est... Voilà, c'est un peu à la carte, en fait. On a un prix de base, et après, c'est à la carte en fonction de vos besoins. Merci. Oui, donc on a vu que vous avez donc une plante modèle comme la tomate qui réagit à un certain moment à un certain stress, et avec un biostimulant, on peut donc diminuer le stress. En horticulture, on travaille sur des centaines de différentes espèces. Est-ce que ces résultats sont transposables sur ces plantes? Pour l'instant, ça, on n'en sait rien. On est parti sur la tomate parce que c'est une plante d'intérêt économique qui va intéresser à la fois nos horticulteurs qui font de la diversification et les gros faiseurs de plantes de tomates. Donc, quelque part, attirer l'agrofournisseur déjà pour développer la partie la prestation de service. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que de développer la prestation de service au niveau de notre station. Parce que bon, voilà, on a besoin de développer cette partie-là. Mais après, il faudra qu'on fasse des tests pour voir si on peut transférer même sur d'autres plantes comme la laitue, où les agrofournisseurs sont très demandeurs, ou la fraise aussi. Après, en horticulture, on verra. Je vais apporter un petit complément. Ces outils servent vraiment au moment du développement des produits, ou quand on a plein de produits devant nous, choisir les potentiellement plus intéressants. Ça n'empêche pas ces tests-là, après, qu'il y ait des essais réalisés chez les producteurs ou par d'autres instituts pour vérifier la validité de nos résultats sur les cultures spécifiques avec les stress naturels, quoi, et pas des stress provoqués. Et puis, en général, en production, on a des stress combinés. Et là, dans notre dispositif, voilà, c'est des stress qu'on a conçus pour être vraiment marquants. Et donc, c'est des stress qui sont forts, qu'on arrive quand même à moduler. Mais en production, en général, on a le stress thermique et le stress hydrique. On peut aussi avoir des problèmes de fertilisation en même temps. Ce que je disais tout à l'heure avec la concentration de la solution fertilisante. Et là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément testé, quoi. On attend pour d'autres questions. Je me demandais aussi par rapport au stress nutritif, les carences en azote, phosphate, vous venez de dire les fertilisants, mais aussi les maladies.
c'est-à-dire des espèces qui seraient attaquées par un pathogène particulier. Les biostimulants pourraient avoir un effet de résistance qui pourrait conférer une résistance à la plante. Est-ce que vous regardez ça aussi? Alors, on n'a pas voulu partir là-dessus parce que pour nous, il faut vraiment faire la part des choses entre le stimulateur de défense des plantes et le biostimulant. Pour nous, le biostimulant, il va vraiment être là pour optimiser l'état global de la plante, mais pas forcément son état son état sanitaire. Et le mais on sait que c'est indirect. Voilà, il peut agir de manière indirecte ou il va stimuler les défenses de la plante, justement. Alors, un biostimulant qui stimule les défenses de la plante, c'est un SDP. C'est pas un biostimulant. Les biostimulants sont quand même aujourd'hui dans la catégorie des fertilisants. Oui, mais est-ce que leurs effets justement indirects de protection de la plante ont été testés ou est-ce que non, parce qu'au niveau réglementaire, on ne pourra pas le valoriser. L'agrofournisseur ne pourra jamais dire que son biostimulant permet de protéger la plante vis-à-vis de telle ou telle maladie. D'accord. Donc c'est un problème réglementaire, mais oui. Bon, il y a des questions. Oui. Oui. Je pense que c'est une très bonne question, mais le problème, c'est surtout au niveau réglementaire, parce qu'on voit quand même, quand on a une infestation dans la culture, donc on parle de stress biotique, on a des effets aussi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas en communiquer avec nos producteurs, ce qui est dommage. Et ça, c'est une situation en France, tandis que quand on parle avec un Allemand, il n'a pas de souci de parler d'un stress en général, un stress biotique, un stress abiotique, n'importe. Ce produit peut apporter quelque chose de très intéressant. Mais ici, en France, on est... Ouais. La nature n'est pas comme ça, mais nous, on est en train de cloisonner ce type de stress. Au-delà du mode d'action de ces produits, il ne faut pas oublier que si la réglementation, elle est là aussi par rapport pour protéger l'utilisateur et vérifier que ces produits ne présentent pas de risque pour l'homme comme pour l'environnement. Donc c'est ça aussi qui fait que la réglementation elle est assez stricte de ce point de vue. Et on a d'ailleurs effectivement des produits mixtes, des produits qui peuvent agir, ça doit exister, hein, sur les défenses naturelles des plantes, comme sur d'autres paramètres qui sont en rapport avec la vitalité. Il y avait une norme qui existe toujours, je ne sais pas si elle est encore valable, de stimulation de la vitalité, que vous avez dû utiliser, j'imagine. Là, c'est un document technique de la CEB. Bon, la réglementation, ne pas oublier qu'elle est là aussi. Si on commence à utiliser des produits de ce type qui s'avèrent être plus dangereux que d'autres produits, on perd l'intérêt de ce type de mode d'action, quoi. Vous avez testé déjà une gamme de produits homologués, c'est ça, j'ai bien compris? Avez-vous trouvé une efficacité de tous ces produits-là, malgré le fait qu'ils soient homologués? Pas de tous. Parce qu'avant l'existence du laboratoire, enfin pour l'homologation, qu'est-ce qui entrait en compte? Des essais en station, des choses comme ça? Alors ça, je ne sais même pas, parce qu'en fait, ils répondent à une norme européenne. Et puis d'abord, c'est matières fertilisantes. Et voilà, donc ils répondent à la NFU 45, je crois, un truc comme ça. Et dès qu'ils répondent à cette norme-là, hop, ils vont sur le marché. Et donc c'est important de le noter. Bon, c'était oui. sur tomates. Après, nous, on a cherché à tester uniquement On a testé des produits qui avaient une AMM, biostimulant. Parce qu'il y a aussi des produits qui s'appellent biostimulants, mais qui n'ont pas d'AMM. Donc on a essayé quand même de faire attention à ça. Mais malgré les produits qui étaient avec homologation, pour une action biostimulante, on n'a pas toujours eu d'effet. Excusez-moi, c'est quoi l'AMM? Une autorisation de mise sur le marché. Donc, pour faire suite à la question de Nicolas, est-ce qu'il y a une liste donc, qui est publiée de l'efficacité de ces produits? Non. Pour l'instant, en fait, on se construit une expertise dans ce domaine-là.
c'est que grosso modo, les biostimulants qui vont être par exemple à base d'algues, qui vont avoir par exemple, je sais pas moi, un extrait d'algues rouges ou au contraire d'algues brunes comme Ascophyllum nodosum qu'on retrouve assez fréquemment dans certains biostimulants, on va pouvoir, par notre expertise, à force de les évaluer, dire quand il y a ça, on sait grosso modo que ça va agir sur tel stress et modifier, je sais pas, le système racinaire et la coloration des feuilles. Et quand on va avoir un produit qui va arriver en évaluation avec, je sais pas, extrait d'algues rouges, on va s'attendre à avoir tel résultat. Mais ça, en fait, après, c'est notre expertise qu'on va construire. Le retour des... Par rapport à notre travail, en fait, pour l'instant, les firmes avec qui on a travaillé, on a signé un contrat. Et donc, pour l'instant, elles ne communiquent pas sur les résultats qu'on leur a fournis. Parce que c'était vraiment dans la construction des outils d'évaluation. Après, maintenant, là, quand on commence à faire la prestation, les firmes sont libres de communiquer sur les résultats qu'on leur donne. Dernière question. Ce qui veut dire que donc, plusieurs biostimulants sont sur le marché. Donc si moi j'ai envie de dire, voilà, je prends 5 biostimulants que je te donne à analyser, que je trouve sur le marché, donc je pourrais communiquer après sur ces résultats. Donc voilà, toi tu peux communiquer après sur les résultats qu'on te fournit. Institut Astre d'Or, donc je fais une expérimentation. Je peux donc dans ma gamme de produits que je vais évaluer, peut-être en plante ornementale, donc avoir une idée de ces produits sur un modèle tomate. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Merci Maude pour ton intervention. Merci.